Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Et en compagnie de Benjamin Cauchy, chef d'entreprise, Jules Laurent, rédacteur en chef du magazine Frontières, Marine Cazard, chef du pôle jeune à Horizon, Franck Dedieu, rédacteur en chef à l'hebdomadaire Marianne, qui fait sa une cette semaine sur les déserts médicaux, quand les déserts médicaux tuent. On en parlait il y a un instant, cette proposition de loi, cette loi qui fait son chemin parlementaire actuellement sur l'obligation d'installation, et on en discutait les uns les autres. Moi, je voulais juste faire un petit coup de projecteur. Alors, on va dire que souvent dans cette émission, on parle de tout ce qui ne va pas, mais apparemment, la France conserve son rang de pays le plus attractif d'Europe. La France limite la casse, titre Les Échos. C'est la première destination en Europe pour les investissements étrangers. Alors il y a une petite chute de 14% selon un baromètre qui est publié chaque année, mais patronat et syndicats se disent prêts à débattre d'une TVA sociale pour réduire toujours cette question du coût du travail. Tout n'est pas perdu, mon cher Benjamin Cauchy. Non, alors tout n'est pas perdu. Alors après, effectivement, ça reprend ce que vous dites, reprend une proposition de l'U2P, qui est l'Union des petits patrons, on va les appeler comme ça, du patronat, qui proposait la semaine dernière la suppression de la CSG, de la CRDS, de la CSG, pardon, et de la compenser par une augmentation de la TVA. Je pense que pour moi la consommation, l'impôt sur la consommation est l'impôt le plus injuste, puisque finalement ceux qui ont le moins de propension à épargner, ceux qui ont les plus petits revenus n'ont pas de capacité d'épargne, comme ça peut paraître évident, et donc du coup tout ce qu'ils dépensent c'est dans l'acte de consommation du quotidien. Donc ça peut fragiliser ceux qui ont les moindres revenus. Je suis plutôt dubitatif là-dessus sur le fait que la France soit encore une terre d'accueil, une terre promise. Alors peut-être pour les futurs chercheurs bouddhistes qui vont arriver des États-Unis, mais pour le coup, moi de ma fenêtre de courtier, d'assureur qui travaille avec des clients internationaux et nationaux, je peux vous dire que la tentation de Venise et l'exode et l'expatriation fait partie du quotidien de nombreux chefs d'entreprise qui ont la capacité, la capacité en fonction de leur activité professionnelle. Si ce sont des activités de service, je peux vous assurer qu'ils ont la tentation de Venise et très envie de partir. Donc je suis assez surpris de ce chiffre. Vous notiez effectivement qu'il y a une baisse de 14%. Des investissements étrangers. Il y a un ralentissement des investissements à peu près partout sur la planète, donc ça faut pas se le cacher. Mais pour le coup, le président de la République, bravo Macron. Il a exprimé lui-même, le président de la République, que quelqu'un qui avait 100 millions d'euros avait plus la tentation de se barrer que de rester. Donc, bravo Emmanuel Macron, vous dites pour les... Moi je pense que ça fait partie aussi de ce qu'il a réussi ces 8 dernières années, à savoir rendre la France beaucoup plus attractive, notamment grâce à des sommets Choose France, on le sait. C'est aussi important parfois de souligner ce qui a bien été fait ces 8 dernières années pour pas toujours tomber dans le pessimisme dans ce pays. En tout cas, ça c'est une bonne nouvelle pour nos entreprises et mine de rien, ça crée de l'emploi aussi en France. Jules ? Ça dépend où vont ces investissements. C'est-à-dire que moi je trouve que sur la question par exemple de l'industrie, il y a eu un échec Macron. C'est cette industrie-là, il a tenté de réindustrialiser, il tente, mais si on reprend justement sur les comparaisons au sein de l'Union européenne, de nos normes, de notre coût social, de notre charge sociale, on n'est pas compétitif aujourd'hui. On a perdu en 20 ans, on a perdu, je crois, c'est 53% de notre industrie qui est directement allée au sein en fait des pays de l'Union européenne, la Roumanie, la Pologne et autres. Donc ces investissements, oui, c'est une bonne chose, mais il faut savoir où est-ce qu'ils vont, et la question industrielle me paraît la plus prépondérante. Donc là, vous voyez la bouteille à moitié le verre à moitié plein. Franck, on peut se réjouir de cette attractivité française, encore malgré tout ce qu'on peut entendre de pessimisme ambiant. Ce qui a été dit, c'est que globalement, il y a une réduction des investissements, mais que la part de marché comparée aux autres de la France est plutôt pas mal. Ça veut dire plusieurs choses. Vous savez, quand les investisseurs font leur marché, ils regardent plusieurs critères. C'est très objectif. C'est de plus en plus d'ailleurs très objectif et très normé leur choix d'investissement. Ils regardent le coût du travail, mais pas seulement. Ils regardent aussi la compétence des Français, et là je crois qu'il faut s'en réjouir. Ils regardent aussi les infrastructures françaises, et je crois qu'il faut s'en réjouir. Il y a quand même une chose que je questionne, c'est qu'on s'est aperçu depuis un an ou deux, particulièrement depuis un an ou deux, que dans les secteurs qui sont dits de souveraineté, comme les batteries, comme les puces, ce qu'ils appellent les chips,
vous avez des aides d'État qui sont extrêmement importantes, jusqu'à 1/3 de l'investissement. Donc effectivement, si nous attirons des investisseurs étrangers, mais que ça nous coûte extrêmement cher, jusqu'à 1/3 de l'investissement, c'est-à-dire plusieurs milliards, pour un nombre d'emplois qui n'est pas d'ailleurs extrêmement élevé, il y a des questions aussi à se poser. À se poser sur la régulation et la surveillance. C'est l'ironie suprême de cette histoire, c'est que vous avez, tant mieux, un État qui se dit il y a des éléments de souveraineté, et donc nous informons la puissance publique de se dire nous mettons le paquet là-dessus, mais il se trouve que les multinationales font valoir le fait qu'elles sont sur des secteurs de souveraineté et font monter les enchères. Regardez Intel qui avait une aide de la part de l'État allemand pour construire son usine contre des milliards d'aides, je me souviens plus exactement le montant. Autrement dit, les États prennent en considération le fait qu'il y a des éléments de souveraineté et pourtant ils s'inclinent devant des multinationales qui demandent des chèques extrêmement importants pour planter leur usine dans tel ou tel endroit. Et effectivement, je jette pas la pierre sur la générosité du gouvernement français pour faire venir à lui des batteries ou des puces. Simplement, il faut aussi prendre en considération le fait que cette attractivité, elle a un prix pour le contribuable, c'est qu'il a fallu mettre de plus en plus d'argent sur la table. Ouais, alors nos auditeurs qui s'interrogent sur la réalité de ce sujet-là, puisque sur l'attractivité française, c'est un baromètre annuel qui est fait, qui est très basique, qui prend effectivement les projets d'investissement en France. Il y en a plus de 1000 pour cette année, contre par exemple 850 au Royaume-Uni ou 608 en Allemagne. Mais tout ça reste effectivement, vous l'avez dit, très fragile, et c'est ce que tout le monde souligne. Voilà, ceci est dit, dans les coups de cœur et les coups de gueule, je vais me tourner vers vous, Jules. Une décision de justice française qui refuse une extradition. Tout à fait. Alors pour moi, c'est un coup de cœur, évidemment. C'est la Cour d'appel de Paris qui, ce mercredi 14 mai, a refusé l'extradition d'Axel Bellabassi. C'est un opposant kabyle qui fait partie justement, qui est un haut responsable des mouvements d'indépendance de la Kabylie et qui est accusé par le régime algérien aujourd'hui d'actes de terrorisme. Alors, la décision justement hier, elle a été du refus de son extradition. L'Algérie, elle lui impute 14 faits, sachant que il n'est pas retourné en Algérie depuis 2019. Il est présent sur le territoire français même depuis 2012. L'Algérie l'accuse de terrorisme, d'incendie, de meurtre, tout encore une fois en précisant qu'il n'était pas sur le territoire. Et vous savez, ça vient dans un contexte aujourd'hui algérien où l'Algérie, dès qu'il y a quelque chose qui va pas, le gouvernement impute la responsabilité directement à des opposants politiques. Elle impute la responsabilité au Maroc, à Israël, à la France, au mouvement indépendantiste de la Kabylie, dès lors qu'en fait quelque chose ne va pas dans sa société. Et je trouve que c'est une excellente nouvelle. Au moment où on n'arrive pas justement à négocier cette libération de Boualem Sansal et tout ce contexte politique, et on sait qu'on lui a reproché ses positions sur le Sahara occidental, je trouve que c'est une bonne nouvelle ferme politique de la France. Quelqu'un veut réagir sur ça, sur cette histoire? Donc on rappelle le refus de l'extradition de cet opposant kabyle qui était réclamé par l'Algérie. Franck, je fais le bon tour de table. Alors, on revient sur l'intervention d'Emmanuel Macron, ces histoires de référendum. Alors vous, c'est un petit coup de gueule par rapport à ça et par rapport à ceux qui n'en veulent pas. Oui, parce que j'entends de plus en plus de la part d'une forme d'élite économique, administrative et médiatique, l'idée selon laquelle une sorte de procès d'incompétence qui confine au mépris social du peuple, en disant comprenez, ces questions sont trop importantes, ou alors elles sont trop techniques, ou il y a un moment donné où la démocratie représentative supposerait de confier certaines décisions non pas au peuple directement, mais à ses représentants. Ou alors c'est la marque du populisme, ou ce sont les partis extrêmes, ou le césarisme démocratique. Vous vous souvenez vos leçons de droit public qui finalement manipuleraient le peuple. Moi, je trouve que la démocratie suppose non pas que le peuple ait toujours raison, mais qu'on ne peut pas avoir raison contre lui. Et qu'il y a un moment donné, lorsque nous sommes dans une crise politique profonde, qu'il y a un rapport de défiance à l'égard des institutions, que on donne la parole au peuple. Et nous devons, je dirais, supposer, même si cela peut paraître une sorte de fiction idéaliste, qui est d'ailleurs contenue. J'ai relu il
les passages de Rousseau avant l'émission, il le dit. Hein, il dit, bah oui, nous devons postuler quand même que le peuple est doué de raison. Et si nous postulons pas cela, si nous considérons que le peuple est manipulable, que après tout c'est la porte ouverte aux démagogues, ben à ce moment-là, il faut ne plus être en démocratie, mais dans une forme d'oligarchie. Donc non, moi je trouve que j'entends beaucoup de choses un peu méprisantes sur le droit des peuples à prendre des décisions éclairées, en conscience. Et lorsque j'ai vu, et je fais amende honorable, lorsque les Gilets jaunes, en fin 2018, montent au créneau, je m'attends à ce qu'autour des ronds-points, ils évoquent des questions de fin de mois difficiles, des questions de ras-le-bol, des questions d'arbitrage, totalement légitimes. Légitime, cette manifestation. Totalement légitimes. Mais s'ajoute à cela quelque chose que j'ai pas vu venir, c'est une question presque d'ordre juridique. Il voulait le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. C'est-à-dire qu'on se disait, mais non, mais attendez, il y a des considérations économiques, sociales parfaitement légitimes, mais cette notion qui est juridique, quasiment constitutionnelle, d'abord, elle honore les gens qui étaient là, parce que ça veut dire qu'il y a un besoin en France de vouloir débattre de sujets qui ont une dimension technique, qui ont une dimension philosophique. La question de la fin de vie, c'est extrêmement complexe, extrêmement philosophique. Eh bien, les citoyens ont envie d'en débattre. Des questions peut-être plus techniques autour de finances publiques, etc. Les Français comprennent les sources de l'immigration. Bon, voyez bien que là est en train de se profiler une forme de, je dirais pas de conflit, mais de rupture avec, je dirais, une élite qui ne veut pas donner la parole au peuple et les classes moyennes qui se sentent dépossédées au fil du temps. Et qui souffrent. Et qui veulent avoir la parole. Et moi, je veux dire que je m'incline, j'ai pas toujours voté pour les personnes qui sont au pouvoir, loin de là. Eh bien, je m'incline parce que je considère, et je dois considérer, que le peuple est légitime et éclairé. Alors, on va y revenir dans un instant. Pardonnez-moi, je vous coupe la parole parce qu'on doit marquer une pause sur Sud Radio. C'est l'heure de la pub et on en revient. On en reparle évidemment avec vous et vous êtes déjà nombreux à réagir sur ça. Allez, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Toujours en compagnie de Franck Dodieu, rédacteur en chef du magazine Marianne, Marine Cazard, chef du pôle Jeunes à Horizon, Jules Laurent, rédacteur en chef de Frontières et Benjamin Cauchy, chef d'entreprise. On faisait le tour de table dans un instant. On va revenir sur la prestation hier devant cette commission de l'Assemblée nationale de François Bayrou. Mais dans vos coups de cœur et vos coups de gueule, Franck, vous disiez donc voilà, ces référendums qui sont aujourd'hui proposés, dont certains ne veulent pas, c'est une erreur de penser que les Français sont pas capables de répondre aux questions qui sont posées, ce besoin de s'exprimer. On a parlé des Gilets jaunes, on a parlé de ce moment de révolte populaire et profonde. Dans un instant, Benjamin, vous allez nous dire ce que vous en pensez. Mais Marine, est-ce que les Français peuvent répondre à toutes les questions ? Je pense que les Français peuvent répondre à toutes les questions lorsqu'elles sont bien posées, mais surtout les Français veulent répondre à des questions qui déterminent l'avenir, leur propre avenir et l'avenir du pays. C'est ça qui les intéresse vraiment. Et là, on le voit aujourd'hui. Le problème, c'est qu'on a un président de la République qui, après 3 heures d'émission et après avoir teasé plus ou moins dans la presse qu'on allait s'attendre à soit des référendums, soit une réelle consultation, en fait, il n'en est rien. Et on a de l'autre aussi un Premier ministre qui organise des conclaves, discute de discuter, enfin bref, ne prend jamais de décision non plus. Et là, on est dans une situation de crise où on a aussi besoin de trancher des grands sujets, de savoir où est-ce qu'on va. Et si c'est pas le fait par référendum dans les prochains mois, ce sera fait donc en 2027. C'est le seul moyen pour les Français de s'exprimer sur ce qu'ils veulent vraiment du pays. On a l'impression quand même que les citoyens sont pas entendus parce que on fait remarquer chez nos auditeurs que les gens descendent dans la rue. Il y a eu des manifestations régulièrement, donc ça veut dire qu'il se passe quelque chose aussi. Benjamin Cauchy, comment on recolle les morceaux finalement et comment on remet de la démocratie dans notre démocratie qui est fragilisée et qui est mal en point.
Je reviens sur la crise de 2018 des Gilets jaunes, où effectivement les revendications de ras-le-bol fiscal, de colère par rapport à des problèmes de mobilité, effectivement, ont pris un étage supplémentaire à la fusée avec la demande des référendums d'initiative citoyenne. C'était pas véritablement surprenant en fait. Les gens ont souhaité pouvoir s'exprimer et décider par eux-mêmes, puisqu'ils estimaient que leurs représentants ne les comprenaient plus et n'étaient plus en capacité de transcrire. Et là, moi, je pense qu'il y a pour moi, le nœud gordien, c'est la suppression du cumul des mandats. Et jusqu'avant cette fin du cumul des mandats, vous aviez des élus locaux, des maires de chefs-lieux de canton ou de villes plus importantes, qui étaient non seulement maires, premiers magistrats de la commune, donc qui s'affrontaient la vraie vie en pleine face, les permanences du samedi matin, j'ai pas de logement, j'ai perdu mon boulot, mon mari me tape dessus, enfin bref, la vraie vie, d'accord. Et ces gens et ces premiers magistrats pouvaient être également députés. Et donc ils exprimaient la vraie vie au sein de l'Assemblée nationale. Depuis qu'il n'y a plus ce cumul des mandats, vous avez des députés qui aujourd'hui, entre guillemets, sont décorrélés de la vraie vie. On le voit, hein, ils préfèrent passer du temps, enfin des commissions d'enquête pour taper sur un Premier ministre plutôt que d'aller faire des permanences dans les circonscriptions. Et donc je crois véritablement que cette aspiration référendaire et cette aspiration du peuple, entre guillemets, à vouloir s'exprimer par lui-même, c'est parce que le système représentatif est en panne. Donc je crois qu'il faut effectivement aller de l'avant et ne pas avoir peur du peuple. Et donc nos gouvernants doivent régulièrement pouvoir poser des questions précises à la population. Ça, entre guillemets, c'est à la fois un exutoire de démocratie, mais c'est aussi marquer une preuve de confiance entre les gouvernants et le peuple. Et la deuxième chose, c'est de remettre en place le cumul des mandats pour que nous ayons des députés qui soient, entre guillemets, à paire de baffe des électeurs et des citoyens. On vous a pas entendu sur cette question, Jules Laurent. Moi, je m'inscris dans cette lignée où je pense que la Ve République doit justement sa force au moment où le président choisit de débloquer une situation institutionnelle qui serait bloquée en justement se tournant vers le peuple sur une grande question qui permet de se projeter sur les années à venir et qui vient débloquer institutionnellement une situation. Par exemple, là, sur la loi de la fin de vie, moi je trouve qu'il n'y en a pas d'intérêt. Il y a un travail parlementaire qui se passe bien et je pense pas que les Français aient envie de se politiser comme en Suisse sur toutes les questions, d'aller tous les week-ends voter, se prononcer. Les votations régulières sur tous les sujets de vie courante. Par contre, pour des sujets qui concernent leur avenir, des questions européennes, des questions migratoires, les questions constitutionnelles, oui, le peuple français a une aspiration aujourd'hui très claire, et ça a commencé d'ailleurs avec le mandat d'Emmanuel Macron sur la crise des Gilets jaunes, qui était une profonde crise démocratique, et on voit qu'en fin de mandat, il essaie d'y répondre en justement se prononçant en disant je vais essayer de faire des référendums, mais il a encore pas compris le peuple français, parce que le peuple français, il veut vraiment ces notions de projection, il a pas envie de se prononcer sur des petits sujets qui seraient annexes. Et alors là, on pourrait lui répondre justement, regardez, on vous a écouté, maintenant vous allez pouvoir vous taire, ce sera à la prochaine présidentielle qu'on vous écoutera. Et justement, si je peux me permettre pour répondre à Benjamin aussi, et dans ce sens, c'est que bien sûr le cumul des mandats va jouer, on a besoin aussi d'élus beaucoup plus connectés, mais est-ce qu'on n'a pas besoin aussi d'une classe politique qui, à un moment donné, a les moyens d'agir et répond aussi aux aspirations du peuple français? Je mets ça parce que je pense que ça peut aussi créer du débat. On a dit que le référendum pouvait être utile aussi pour déterminer les moyens d'agir. Édouard Philippe très récemment a proposé, s'il est élu en 2027, d'appeler au référendum les Français pour lui permettre de légiférer par ordonnance sur 3 sujets importants, l'école, la justice, la santé. Ça peut être aussi en cela qu'on utilise le référendum demain, c'est donner la capacité au pouvoir politique d'agir vraiment avec la confiance du peuple français qui lui aurait été donnée préalablement. Je rajoute très rapidement qu'aujourd'hui, on a quand même un blocage qui revient souvent de blocage de l'état de droit. On en parle souvent, vous savez, la Cour européenne des droits de l'homme ne nous permet pas, la Cour de justice de l'Union européenne ne nous permet pas. Et le référendum, c'est quand même un moment où on a une souveraineté populaire, sachant que il y a une crispation française depuis le référendum non écouté de 2005. Oui, c'est ça. Le dernier qui a fait ça, c'était Jacques Chirac. Après, il y a la question qui est posée, qui la pose, etc. Et on sait aussi derrière, est-ce que c'est appliqué finalement? C'est ça que reprochent les Français. Ça c'est vrai. Il y a eu une rupture démocratique absolument majeure.
majeur de confiance. En 2005, où les Français ont voté contre le référendum, enfin contre le projet constitutionnel européen, et où il est passé par la fenêtre parlementaire en 2007 via le traité de Lisbonne. C'est effectivement, je pense, une rupture dont on n'a pas encore mesuré les effets, et c'est toute la grandeur du peuple français qui a une forme de mémoire politique, parce que c'est un peuple politique. Moi, j'ajouterais par rapport à ce qui est dit, il y a bien sûr l'histoire du cumul des mandats, mais ce n'est pas simplement une logique de compréhension. Je pense que les Français ont pris conscience véritablement que eux, et même, et là c'est plus difficile à dire, même leurs représentants n'ont plus de marge de manœuvre. C'est-à-dire que vous n'avez plus de souveraineté industrielle, vous n'avez plus de souveraineté monétaire. Vous avez délégué à d'autres le soin, je dirais, de déterminer votre destin. Alors, on peut considérer que c'est finalement une forme de société plus moderne, hein, sans remettre au marché financier, sans remettre aux partenaires européens. Mais la réalité, c'est que les gens ont considéré que eux, et aussi leurs représentants, avaient décidé, Christine, de ne plus décider. Allez, on va continuer, on va revenir certainement dans les prochains jours aussi sur cette question, et dans un instant on finira le tour de table des coups de cœur et des coups de gueule de nos 4 débatteurs, Franck Dedieu, Marine Cazard, Jules Laurent, Benjamin Cauchy. On se retrouve juste après ça sur Sud Radio, à tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Allez, l'heure tourne, il est 11h30, on est toujours avec Benjamin Cauchy, Jules Laurent, Marine Cazard, Franck Dedieu pour évoquer les sujets d'actualité. Benjamin, dans les coups de cœur et les coups de gueule, vous vouliez parler de cette agression de 2 touristes hier à Paris, Oui, alors... à coup de Tour Eiffel. Oui, voilà, c'est ça. Bon, alors au-delà du côté qui peut paraître un petit peu drôle, entre guillemets, même si c'est une situation extrêmement dangereuse, 2 touristes américains ont été agressés à coups de Tour Eiffel miniature au pied de la vraie Tour Eiffel dans le Champ de Mars par des camelots qui sont là de façon illégale, qui vendent illégalement des objets de souvenir. Je voulais juste, au-delà de la compassion qu'on peut avoir pour ces 2 touristes agressés, qui a priori n'ont que des blessures légères, et c'est tant mieux pour eux, juste quand même se rappeler qu'aujourd'hui, on en a parlé en début d'émission, on a un problème de désindustrialisation, on a un problème de création d'emplois, c'est une réalité, les courbes du chômage sont au rouge, le nombre de défaillances d'entreprises sont au rouge, et pour le coup, le tourisme, c'est quand même un vecteur de croissance et un vecteur de richesse, un vecteur de création d'emplois qui est extrêmement important. Et lorsque vous avez des événements comme ceci, je vous assure que ça fait le tour du monde, et que, évidemment, les Français ont conscience, et même le président de la République l'a dit, que lui n'avait jamais pensé qu'il y avait de sentiment d'insécurité. Il l'a bien précisé, mais qu'il y avait vraiment de l'insécurité dans le pays. Les Français sont victimes d'insécurité. Aujourd'hui, ce sont les touristes qui sont victimes d'insécurité. Donc, au-delà d'emmerder les Français dans son quotidien, au-delà d'emmerder les salariés qui sont obligés parfois d'être protégés, comme dans le 17e arrondissement, où des agents de sécurité doivent pouvoir accompagner certains collaborateurs, certains salariés jusqu'aux bouches de métro pour éviter qu'ils se fassent agresser. Aujourd'hui, ce sont les touristes. Et je mets en parallèle ce qui s'est passé avec les Américains, avec une carte touristique que les Chinois ont commencé à diffuser, qui explique quels sont les arrondissements dans lesquels il ne faut pas aller dans Paris. Donc moi, je lance une alerte rouge. L'insécurité gangrène notre pays, gangrène potentiellement les développements de richesse et de croissance, et sont en train d'entamer l'un de nos fleurons économiques, qui est celui du tourisme. Donc voilà, c'est alerte rouge. Évidemment, il n'y a pas de solution miracle, encore une fois, une chaîne pénale. Mettre des policiers derrière chaque arbre sur le Champ de Mars, Marine ? Ah, ça risque d'être, ce serait idéal, mais ça risque d'être compliqué. Déjà, alors je veux juste revenir sur quelque chose. L'insécurité, malheureusement, à Paris, pour être parisienne, ne concerne pas que les touristes. Donc, et particulièrement quand on est une femme à Paris, ça devient un peu plus compliqué dans certains quartiers, en effet. Puisque vous citez le Champ de Mars, ça me fait penser que c'est quand même chez Rachida Dati que tout ça se passe. Donc, ce serait bien qu'elle envisage de sécuriser un peu plus la zone, et qu'il y ait un travail qui soit fait avec la mairie de Paris, en effet, pour sécuriser cet endroit. On l'a vu pendant les Jeux Olympiques. C'était absolument idéal de vivre à Paris à ce moment-là, avec une présence policière et de gendarmes très importante. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas assez d'effectifs, et c'est ça le sujet. En réalité, à Paris comme partout en France, c'est d'investir davantage dans notre police pour la former, l'équiper, et s'assurer ensuite qu'on ait les effectifs sur place pour assurer la sécurité de tous les Français. Allez, rapidement, Jules. Le Champ de Mars est un peu le révélateur de ce qui est devenu l'insécurité française, c'est-à-dire une insécurité qui
hautement lié à la question de l'immigration illégale. Il y a beaucoup de clandestins sur le Champ de Mars qui commettent des agressions sexuelles. On a des faits divers qui sont récurrents avec des touristes issus d'Amérique du Sud, d'Amérique, du Nord, de l'Europe. Et ça montre aussi le décalage et la spécificité de l'insécurité qu'on a en France, c'est-à-dire que, vous savez, souvent, quand on va à Barbès, au Champ de Mars, on voit des femmes qui sont habillées de telle manière que nous, avec un regard de Français... Quel rapport avec je m'explique. Nous, dans un regard de Français, on se dit qu'une Française, elle se serait pas habillée comme ça à cet endroit-là parce qu'il y a danger. En fait, il y a beaucoup de Françaises qui ont internalisé aujourd'hui la notion d'insécurité dans certains endroits et qui ne se seraient pas mis en mini-jupe parce que c'est dramatique, hein, c'est un problème, mais qui ne se seraient pas habillées de telle manière parce qu'elles ont compris que en s'habillant comme ça, elles se mettent en danger parce qu'il y a aujourd'hui une immigration illégale dans certains endroits de Paris, à Barbès, sur le Champ de Mars, où il y a régulièrement des agressions sexuelles envers les femmes. Bon, toujours été ça le problème des juges. Là, vous confondez un peu tout. Ouais. Enfin, c'est gros. Je pense qu'on confond un peu tout ça. Vous faites des traits d'union entre deux. Faut qu'on porte un short, voilà, on a agressé. J'ai un problème avec ces... Non, j'ai absolument pas dit ça. J'ai dit que souvent, il y a des touristes issus d'autres pays qui en fait s'habillent de manière qui ne justifie en aucun cas l'acte, mais qui simplement des Françaises, elles, qui ont internalisé l'insécurité française. Ah bon. Elles ont compris qu'il fallait pas qu'elles s'habillent comme ça. Moi, j'ai un petit peu de problème avec ces purs faits divers que nous sommes amenés à extrapoler pour en tirer des lois définitives de principes sur de nature des chiffres sur l'insécurité et l'immigration illégale. Bien sûr. Alors j'ai écouté le préfet de police de Paris ce matin chez nos confrères. Voilà, cette extrapolation pour en tirer des lois. Je peux donner quelques chiffres. Qui disait que les chiffres baissaient. Dans le Rhône, 56% des... Non mais sur le plan parisien, parce qu'on est sur j'en ai l'île un de peu France. Partout sur la France, donc ça c'est quand même une régularité en France. Je vous invite à réécouter l'interview, malheureusement c'est chez nos concurrents, mais voilà. Bon. J'ai une idée de titre pour le prochain Marianne, c'est le désert sécuritaire tue. Voilà. Le désert, oui, mais là vous êtes qui faille embaucher plus de policiers, bien sûr. Je dis simplement que il faut faire de justice et oui, plus ferme. Tout à fait. Pourquoi il n'y a pas d'insécurité pendant les Jeux Olympiques ? Je dis simplement que. Mais oui. Qu'est-ce qui changeait ? Non, mais qu'est-ce qui changeait ? Pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas d'insécurité pendant les Jeux Olympiques ? Qu'est-ce qui a changé ? Il y avait une ultra présence aussi. Alors, qui n'était pas là, franchement. Il n'y avait pas d'immigration illégale. Il n'y avait plus d'immigration illégale sur les champs de Mars. Mais ce n'est pas du tout ça. On est parti d'un pur fait divers et on veut en tirer des lois qui, évidemment, conduisent à des dérapages qui sont très trompeurs. Ce ne sont pas des dizaines par jour, monsieur. Qui sont très trompeurs. Oui, mais je ne vais pas avoir... Benjamin Cauchy. Vous n'allez pas me faire une leçon d'angélisme. Je dis pas que c'est la norme, mais en tant qu'ancienne étudiante dans les rues de Paris, et j'ai pas 20 ans, je peux vous dire que le Champ de Mars était connu pour être un endroit, c'était il y a 30 ans, un peu plus même. Donc, je veux dire, c'est pas se dire là. Après, c'est un phénomène qui est pas nouveau. Qu'après, il y a un problème d'insécurité et sans doute de moyens. Oui. Et quels sont les moyens qu'on est prêt à y mettre ? Est-ce qu'on a les moyens de plus de sécurité ? Je vous rappelle les chiffres, on cherche 40 milliards. Est-ce qu'on est prêt à mettre tout l'argent que l'on a de nos impôts dans les policiers, dans la sécurité ? Je sais pas. On parle de déserts médicaux. Peut-être dans la lutte contre l'immigration. Est-ce que l'immigration, c'est une chance ou pas ? Vous avez l'air de dire que ça n'en est pas une. Non, comme Bruno Retailleau le dit. Mais ça, c'est votre façon de penser. L'immigration tous les jours, et Bruno Retailleau le dit aussi. Oui, mais quelle immigration ? Il a les chiffres de l'immigration. Oui, quelle immigration ? On parlait tout à l'heure des déserts médicaux. On est bien content d'avoir des médecins étrangers qui viennent en France soigner quand même les Français. Mais c'est vous qui faites l'amalgame. Nous, on est pour l'immigration choisie. D'accord. Donc, ok. Donc ça, c'était Jules Laurent. Écoutez, on va changer de sujet parce que le coup de cœur de Marine va arriver un peu pouf comme ça. C'est en effet un coup de cœur sur un sujet qui n'a rien à voir. Absolument. C'est le coup de cœur du maire, le maire de Laval qui prend un congé parental. Oui, en effet. Moi, je trouve ça très chouette que des maires puissent prendre cette initiative, déjà pour qu'on puisse changer aussi le regard qu'on a sur nos maires qui maires MAIRE bien sûr, qui chaque jour en fait s'engagent pour nos concitoyens, souvent sont abîmés, agressés, fatigués aussi. Chaque année, en tout cas, dans les récents chiffres, en tout cas depuis 2020, plus de 2500 maires ont démissionné. Donc je pense que c'est important de mettre ce sujet sur la table. Moi, c'est vraiment mon coup de cœur. Je trouve ça chouette qu'ils communiquent dessus pour montrer qu'on peut aussi allier
parentalité et une fonction publique. C'est très important aussi de montrer que derrière lui, il y a une équipe qui est en capacité de prendre le relais. Et à 1 an des municipales, voilà, j'avais juste envie de le souligner et dire aussi qu'on avait besoin que de plus en plus de personnes s'engagent, notamment des femmes, dans la vie publique. Je vous le rappelle, en 2000, on a voté une loi sur la parité qui impose des quotas sur les listes électorales. Ça n'a pas tout arrangé, puisqu'on a à peine 30% de femmes élues maires. C'est toujours pareil, on a la parité sur les listes, mais le numéro 1 est un mec. Donc j'aimerais bien que tout le monde en prenne conscience et qu'on mette en place les conditions, en fait, tout simplement, pour assurer une fonction publique et assurer aussi son rôle de parents ou de citoyens à côté, avec toutes les activités que ça incombe. Est-ce qu'il y a des papas autour de la table? Est-ce qu'ils ont pris leur congé parental? Le problème, c'est que à ce moment-là, il y avait il était tout petit. Donc j'ai pas eu ce cas de conscience. Ce cas de conscience, effectivement. Benjamin, non, jamais. Non, je dis cas de conscience. En fait, c'est pas un cas de conscience, c'est un droit des salariés à prendre. Hein. Je dis cas de conscience. Je suis un peu jeune. C'est plutôt un droit des salariés. Allez, on va quand vous êtes à votre compte, vous arrêtez peu. Hein, oui aussi. Hein, ça dépend des statuts, mais effectivement le statut d'élu et on a vu aussi le congé maternité. C'était une vraie révolution puisque c'était pas prévu dans le code du maire, de l'élu local. Ça fait partie des choses. Dans un instant, tout de suite, on va parler de François Bayrou hier devant cette commission d'enquête parlementaire. Est-ce qu'elle a servi 5 heures d'audition, un peu le bras de fer quand même? Selon vous, est-ce qu'elle a servi à faire avancer le dossier? Benjamin Cauchy. Non, j'ai pas l'impression que ça a fait avancer le dossier. Je n'irai pas sur le fond du dossier parce que je ne le maîtrise pas suffisamment. Je vais être honnête avec vous. C'est un sujet sur lequel j'ai été particulièrement touché parce qu'on sait que des exactions et de la maltraitance auprès des enfants, ça existe non seulement dans des institutions privées, mais aussi dans des institutions, dans des écoles publiques ou tout simplement dans la sphère privée. Donc moi, la seule chose que j'ai envie de dire sur le fond du dossier, c'est s'il y a des enfants qui nous écoutent, le numéro d'appel, c'est le 119. Si vous êtes victime ou témoin d'une maltraitance sur les enfants, c'est le 119 qu'il faut composer sur son numéro de téléphone. Et je pense que c'est bien d'utiliser votre antenne aujourd'hui sur Sud Radio pour le rappeler. Sur la forme, j'ai plutôt le sentiment que cette commission d'enquête est un outil pour déstabiliser le Premier ministre plutôt que de répondre aux véritables problèmes de fond qui a pu se passer sur les terrains. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, Marine, sur ce que vous avez vu ou des morceaux que vous avez vus d'hier soir? Moi, je suis pas du tout d'accord avec l'idée qui consiste à dire qu'on essaie de déstabiliser le Premier ministre. Cette affaire est très grave. Malheureusement, en effet, l'audition qui s'est déroulée hier pendant 5 heures, je trouve, n'était pas à la hauteur parce que, en effet, on a été témoin de passe d'armes. On a aussi été témoin d'un Premier ministre qui arrive de façon assez hostile avec un livre de la meute pour tout de suite suggérer la non-objectivité, je dirais, ou la subjectivité plutôt du co-rapporteur. Enfin bref, c'était pas du tout à la hauteur des enjeux. Et cette commission, elle n'existe pas pour déstabiliser le Premier ministre. Elle existe pour contrôler l'action du gouvernement à l'époque, tel que le prévoit en réalité les pouvoirs de l'Assemblée nationale. Et c'est important de le faire parce que on voit bien que derrière cette affaire, il y a toute une chaîne de responsables publics, notamment, qui soit ont été témoins des faits, soit ont entendu des choses rapportées, soit ont même lu dans la presse parfois, mais n'ont pas décidé d'agir très concrètement pour le faire. C'est très bien que vous rappeliez le 119. En effet, aujourd'hui, en France, 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles dans notre pays chaque année. Donc, il faut le rappeler, cette affaire, elle n'est pas anodine. Malheureusement, ça existe encore. Donc oui, elle est utile. Non, ce n'était pas pour déstabiliser le Premier ministre. En revanche, en effet, pour moi, il n'a pas été à la hauteur, comme certains échanges pendant la commission. Jules, c'est un exercice que vous avez trouvé comment? Alors, moi, je viens de dire comme c'est un exercice qui est quand même très compliqué. Je pense quand même à avoir dans la forme. C'est-à-dire que devoir répondre à ces questions, je trouve que tout de même. Est-ce qu'il vous a convaincu qu'il ne savait rien? J'ai pas tout regardé. J'ai regardé des extraits, mais j'ai pas été convaincu. Je trouve d'ailleurs qu'il est inaudible sur cette question avec toutes les prises de position qu'il a pu avoir du début jusqu'à la fin. Je trouve que il y a pas de. Et puis avec les révélations de sa fille qui arrivent et autres, on semble qu'il est dépassé par une affaire qu'il a probablement pas vu venir. Je trouve que quand même
sur la forme, on a quand même une sorte de tribunal face à lui et monsieur Paul Vannier est en train de faire de la politique justement sur cette affaire et moi je pense profondément à toutes les victimes, des victimes qui dépassent rien que le cas François Bayrou, des victimes pour lesquelles aujourd'hui il y a prescription, qui ont monté des collectifs, qui essaient de faire entendre leur voix et aujourd'hui résonne plus une affaire politique de démission du Premier ministre François Bayrou plutôt que celle des victimes. Franck, un dernier commentaire? C'était en ce qui concerne sa défense, il a deux arguments. C'est que il dit que l'entretien avec le juge est postérieur à la mise en examen du père Carica. Et deuxièmement, il dit que la prof de maths qui l'avait interpellé avant est une affabulatrice. Donc ça, c'est son explication. Oui, mais en fait, si vous regardez plus précisément, vous apercevez que sa ligne de défense, elle repose beaucoup sur... Elle donne un tour politique. Et si elle donne un tour politique, effectivement, il y a la responsabilité du député. Mais après tout, qu'il y ait un caractère politique à une audition au sein de l'Assemblée nationale, c'est pas un tribunal. C'est au sein de l'Assemblée nationale. Donc en soi, ça ne me choque pas vraiment que ça prenne un tour politique. En revanche, lui-même, c'est en ce sens que c'est assez habile, il donne le cœur de sa défense repose sur un argument politique qui est de dire vous manquez d'objectivité et en plus il va jusqu'à dire la retranscription de certains témoignages ne sont pas fidèles. Ce qui quand même est une accusation assez forte sur le plan de l'objectivité des membres. Donc effectivement c'est un grand classique. C'est-à-dire que quelqu'un qui a une certaine expérience et puis aussi un certain aura dans une position particulière donne un tour politique à son audition. Voilà, bon écoutez, on verra les suites. De toute façon, la commission d'enquête parlementaire continue. Une conférence de presse est donnée cet après-midi à l'Assemblée nationale justement pour faire un point d'étape et elle s'arrêtera le 21 mai prochain. Puis je vous donne une petite information qui vient de me parvenir, c'est que le bracelet électronique de Nicolas Sarkozy lui a été retiré. C'est ce qu'on apprend à l'instant. Je vous la soumets, on fait une pause et on revient ensemble juste après. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Toujours en compagnie de Benjamin Cauchy, chef d'entreprise, Jules Laurent, rédacteur en chef de Frontières, Marine Cazard, chef du pôle jeune à Horizon et Franck Dedieu, rédacteur en chef au magazine Marianne. On en vient au dossier de l'A69. C'est l'heure de vérité pour ce chantier puisque le Sénat a décidé aujourd'hui de déposer une proposition de loi. Les sénateurs d'ailleurs du Tarn, cette autoroute qui est à l'arrêt depuis le mois de février suite à la décision du Conseil du tribunal administratif de Toulouse, pour relancer le chantier, ils vont déposer une proposition de loi qui vise à valider au nom de l'intérêt général la remise en route de ce chantier de 49 km. Question derrière tout ça, parce que c'est un vrai et grand débat, la France peut-elle encore faire de grands chantiers? Alors Benjamin Cauchy, qui est le régional de l'étape, cet A69 pose une question d'ordre d'aménagement du territoire qui est bien plus complexe que ce tronçon d'autoroute. Oui, absolument. Et j'habite à 3 km de cette autoroute, donc le premier ouvrage d'art est à 3 km de ma maison. Donc je peux vous assurer que je suis concerné par ce sujet de plein fouet pour plusieurs raisons. Parce que effectivement, vous l'avez dit, au-delà de ce projet d'infrastructure autoroutière, c'est le désenclavement de tout un département. Et je ne vais pas revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure avec la crise des Gilets jaunes de 2018 où on parlait de crise de mobilité et de déplacement. Aujourd'hui, désenclaver un département me semble effectivement être d'intérêt général et je suis pour évidemment cette même avec une autoroute à péage, Benjamin? Parce que la vraie... Mais bien sûr, même avec une autoroute à péage, parce que ceux qui n'ont pas les moyens aujourd'hui de prendre le péage continueront à prendre cette route avec une distance particulière. Mais il faut quand même savoir d'ores et déjà, c'est qu'il y a des entreprises qui ont décidé, des entreprises toulousaines qui ont décidé d'installer leurs sièges sociaux dans le Tarn en prévision de l'installation de cette autoroute. Aujourd'hui, c'est 450 millions sur les 750 millions d'euros qui ont d'ores et déjà dépensé. C'est 90% des ouvrages d'art qui sont déjà réalisés. Donc il faut la finir. Euros par
par mois de gardiennage pendant que le marché s'arrête. Et enfin, je finis, si on devait remettre à l'identique, ça coûterait entre 1 milliard et 1,5 milliard d'euros. Donc non, je ne pense pas que la France soit soumise à arrêter ces projets d'infrastructure. Il y a, on parlait des déserts médicaux à juste titre en début de d'émission, eh bien l'égalité entre les territoires a du sens aussi par la création de ces infrastructures. Alors, on fera réagir Franck Dedieu dans un instant. Marine, sur ces grands chantiers d'infrastructure, est-ce qu'on va pouvoir encore continuer au nom de l'intérêt général des grands projets routiers, autoroutiers, aéroportuaires? J'espère bien. Le problème, c'est que l'A69 illustre malheureusement l'impuissance de l'État et même la capacité de l'État en fait à se tirer une balle dans le pied dès lors qu'il s'agit de construire ces grands chantiers ou d'envisager l'avenir. Le problème dans cette affaire, c'est pas nécessairement le juge, c'est d'abord la loi qui prévoit qu'en première instance, le juge peut en effet interdire ou suspendre un projet sur motif d'intérêt public général. Et c'est ça le problème, en fait. Je ne sais pas pourquoi cette loi existe. Elle nous empêche en réalité d'agir. On le voit bien sur la 69 aussi, de nombreuses parties prenantes qui ne sont même pas du territoire, qui s'en sont en réalité mêlées et qui ont souhaité sa suspension. Moi, j'espère vraiment qu'on arrivera à retrouver cette capacité de l'État, cette puissance de l'État pour reconstruire des projets. Parce qu'aujourd'hui, même si un projet néfaste. Néfaste, en fait, il faut. Enfin, pour moi, on ne peut pas juger la question de façon néfaste. Oui, non, mais je pose la question de manière un peu abrupte. Mais à un moment donné, c'est aussi aux Français de le déterminer. Bien sûr, il faut respecter des lois, mais enfin, aujourd'hui, on a énormément de normes et de contraintes qui nous permettent de ne pas partir non plus sur du n'importe quoi et d'avoir un projet néfaste objectivement. On a besoin de retrouver cette capacité-là parce que les Français sont aujourd'hui en colère de voir qu'on renonce à ces grands projets. Allez, Franck, est-ce qu'on oppose finalement écologie, aménagement du territoire avec ce dossier? On est en train d'opposer, à vrai dire, je suis assez d'accord avec vous, Marine, la question de l'interprétation de la loi et de l'interprétation de la loi. Oui, la juge, elle n'a fait qu'appliquer la loi. Absolument. On lui a tapé dessus, mais elle a pris les textes. Donc effectivement, vous avez la possibilité de changer la loi. Et on voit que ce sujet entre la justice et le législateur se pose à plein d'égards. Alors, on a parlé longtemps de Marine Le Pen, mais c'est pas que ça. Il y a le sentiment qui est insufflé de la part dans l'esprit des Français, selon lequel on ne peut plus véritablement rien faire parce qu'il y a une sorte de procédures qui font que si vous êtes bien défendu, vous pouvez empêcher l'État de déployer sa puissance publique dans le cadre d'un aménagement territorial. Je ne suis pas forcément favorable à un référendum pour le coup qui serait limité à un territoire parce que c'est un sujet d'ordre national. L'aménagement du territoire est national. Donc l'idée de se dire c'est le législateur qui doit avoir le dernier mot pour débloquer la question me semble parfaitement légitime. Après, il y a la question du paiement. Je trouve que si, par exemple, ce bras de fer permet à la fin, pour légitimer davantage l'autoroute, de la rendre gratuite. Oui, mais ça vous avez donné ça à un concessionnaire, donc ça va être difficile de le donner. Ça pose la question de la privatisation. La gratuité n'existe pas. Ça sera financé, ça sera payé par le contribuable. La gratuité est un concept fallacieux. Si ce ne sont pas les utilisateurs qui payent l'autoroute, ce sera le contribuable. Merci, j'ai compris comment fonctionnaient les finances publiques. Je crois que c'est à peu près une notion qui m'est pas totalement étrangère, mais il se trouve quand même que le concessionnaire, il fait des profits. Il n'est pas en train de combler les trous. Il fait des profits. Donc si l'État est propriétaire des autoroutes, eh bien probablement qu'il fera des profits. Et ils seront versés au titre des dividendes à l'agence publique de l'État et donc à la République. Vous savez quoi, ce dossier de la 69, on n'a pas fini d'en parler parce que ça va pas se régler en 2 jours. Je rappelle le numéro de Marianne cette semaine, quand les déserts médicaux tuent. Merci beaucoup Franck Dedieu. Marine Cazard, merci à vous d'avoir été là. Jules Laurent également, merci. Benjamin Cauchy, que je salue, et dans un instant vous allez retrouver André Berkoff sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.